Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Grand Dialogue du studio Tamani, vous qui nous écoutez sur nos 85 radios partenaires et vous qui nous suivez sur nos 3 télévisions partenaires ainsi que nos plateformes digitales. Bienvenue dans ce débat qui parle aujourd'hui de la révision de la charte des partis politiques en vue. Une relecture de la charte des partis politiques est en vue. Le Premier ministre a rencontré les formations politiques en février dernier pour les en informer et leur demander d'envoyer leurs propositions. Quelques semaines plus tard, plusieurs partis regroupés au sein du Forum des partis et mouvements politique FPMP et de l'initiative des partis politiques sur la charte ont élaboré un document consensuel remis au gouvernement. Quels sont les enjeux de cette révision de la charte des partis politiques? Les formations politiques sont-elles en phase sur la question? Comment apprécie-t-elle la démarche? Le Grand Dialogue ouvre le débat aujourd'hui avec nos invités. Évariste Fousseini Camara, il est le secrétaire général adjoint du bureau politique du Rassemblement pour le Mali, RPM. Dora Cheikh, secrétaire à l'organisation au bureau politique du parti Sadi Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance. J'y arrive, l'indépendance. Madame Samake, notre troisième invitée, Madame Samake Fatoumata Traoré, elle est experte en genre et gouvernance. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, après 20 ans d'existence, en tout cas, la dernière révision de cette charte remonte à 2005, ce qui fait 20 ans. Est-ce qu'une relecture de ce document s'impose aujourd'hui? Cette question, je commence par vous, Évariste Fousseini Camara. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de relire la charte des partis politiques aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant d'aller directement sur cette question, je vous dis que nous avons reçu la correspondance du ministre délégué chargé de réforme pour nos propositions par rapport à la relecture. Nous pensons effectivement que après 20 ans d'existence, une loi peut être révisée, peut être relue au vu le contexte évolutif dans lequel nous sommes. Donc nous avons reçu sa correspondance. Bien avant, nous avions été alertés par le Premier ministre lui-même le 5 décembre lors d'un cadre de concertation. Vu les évolutions, le processus de réforme, nous avait annoncé quand même que la relecture de la charte était en cours. Et que, bon, c'est aussi une demande de la classe politique, hein, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle question. C'est depuis très longtemps. Pas une décision unilatérale pas du une décision gouvernement. unilatérale, ça a été demandé depuis. Et d'ailleurs, pourquoi vous l'avez demandé? Est-ce que vous avez constaté des insuffisances? Au début de la transition, en janvier 2021, il y a eu un atelier sur l'amélioration du cadre juridique des élections. La question de la charte était posée. Et donc pour nous, ce n'est pas nouveau, ça ne panique pas. Je crois qu'on a reçu, on a analysé la question et on a fait des propositions. Est-ce que le document actuel a montré des insuffisances, d'où cette demande de relire la charte? Insuffisance, bon, pas jusqu'à un certain niveau, mais quoi qu'il arrive, le contexte politique a évolué. Le contexte politique a évolué, il faut s'adapter à ce contexte nouveau. Effectivement, il y a des dispositions qui présentent quelques insuffisances. Hein, dans le fond, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise charte, pas forcément, mais quoi qu'il arrive, les dispositions peuvent quand même évoluer au regard du contexte politique. Dora Cheikh, qu'est-ce qui justifie la nécessité de relire cette charte aujourd'hui? Non, la question, elle est vraiment importante. Si vous ne l'avez pas posée, j'allais être obligé de revenir sur cette question. Vous savez, une loi est adoptée par une communauté pendant une période bien précise avec des réalités sociales, politiques et économiques. Et la société étant dans une
évolution constante, les lois aussi doivent évoluer avec la société en tenant compte des nouvelles réalités. Mais cependant, il est important d'analyser aussi le contexte dans lequel nous sommes et d'analyser les missions d'un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition est un gouvernement qui est venu par la force des choses. Et donc, ce gouvernement, normalement, doit se mettre à la tâche pour régler les problèmes pour lesquels il est venu. Ces problèmes-là sont connus. En réglant ces problèmes-là le plus rapidement que possible, ce gouvernement permet l'installation des autorités légales et légitimes qui pourront continuer, n'est-ce pas, avec le travail qui est le leur. Ce travail-là, il y a aussi les révisions, les réformes, etc. Je ne pense pas que les Maliens se sont mobilisés parce qu'il y avait des insuffisances, il y avait des défauts, il y avait des problèmes dans la charte des partis politiques. Moi, je ne pense pas. Il y a une sagesse populaire de chez nous qui dit que quand tes amis ne te disent pas la vérité, paye tes ennemis pour qu'ils te disent la vérité. Ça veut dire quoi? Que la vérité, d'où est-ce qu'elle vient, elle peut nous servir. Je pense que ceux qui sont à la charge de la gestion de cette transition doivent comprendre. Les conseillers qui sont autour d'eux doivent leur expliquer que le plus important aujourd'hui, c'est de régler les problèmes qui ont précipité la chute du régime, à savoir les règlements du problème de sécurité, les règlements et des problèmes de non-respect des textes. Moi, j'ai toujours dit, et je crois que les auditeurs et les téléspectateurs du studio Tamani sont témoins de cela. J'ai dit qu'en principe, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas toujours parfaire des textes, mais il n'y a pas un problème de textes au Mali. En tout cas, ce n'est pas à cause des textes que nous sommes dans cette situation-là. C'est plutôt à cause du non-respect des textes que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, la question, c'est pourquoi on veut défoncer une porte déjà ouverte. C'est ça la vraie question. Pourquoi, ces grondements de tonnerre sous un ciel serein? Donc, c'est là où on est obligé de réfléchir pour trouver des solutions. Parce que, en réalité, c'est quoi? On peut revenir sur les textes, les propositions qui ont été faites, etc. On peut donner notre avis là-dessus. Mais l'opportunité, la nécessité de changer, de réformer la charte des partis politiques ne se pose pas aujourd'hui comme besoin crucial, comme besoin fondamental du peuple malien. Donc moi, je me pose la question, au niveau des partis, nous nous posons la question, en réalité, est-ce que c'est une diversion? Est-ce que c'est pour donner un autre sujet à la classe politique? Est-ce que c'est pour donner un autre sujet aux citoyens, aux acteurs de la vie publique, pour occuper la galerie? Pendant ces temps-là, on fait face à notre agenda, à un autre agenda, à un agenda. D'accord. Voilà, donc c'est ça, mais bon, peut-être on aura l'occasion de rentrer dans la profondeur. Tout à fait. Alors, Madame Samake, vous êtes experte en genre et gouvernance, vous suivez aussi la scène politique malienne. Nous voyons déjà que les deux représentants, les deux acteurs politiques ne sont pas en phase. Si l'un pense que c'est nécessaire et les partis même sont demandeurs de cette révision, il y a l'autre qui pense que voilà, ce gouvernement de transition a d'autres priorités et que les problèmes qui ont prévalu à son arrivée, la charte n'a rien à voir dans ça, si je comprends bien, M. Dourachek. Alors vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette dernière analyse de Dourachek, que la révision de la charte, vraiment, ce n'était pas une priorité? Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je pense qu'en réalité, c'est un sujet, on va dire, d'actualité. Je ne partage pas du tout cet avis qui consiste à dire que ce n'est pas le moment de le faire. Parce qu'on l'a dit ici sur ce plateau, cette loi date de 2005. Et on sait que de 2005 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé.
Et ne serait-ce que, par exemple, la nouvelle constitution que nous venons d'adopter en 2023, ou la loi électorale, par exemple, il y a beaucoup de changements, beaucoup de réformes qui sont contenues dans ces lois, qui doivent être quand même traduites dans cette charte-là. Quand on prend, par exemple, comment on appelle ça, la transhumance politique, les questions, par exemple, liées à l'égalité des sexes, toutes ces questions liées aussi au financement des partis politiques. Et même quand on va plus loin, c'est par exemple le fait qu'il l'Assemblée, les institutions de la République, par exemple, avec l'Assemblée nationale, on a l'Assemblée nationale, on a le Sénat. Donc le Sénat n'est pas pris en compte, par exemple, dans la loi de 2005. Et je pense également que cette révision est opportune dans la mesure où la scène politique a changé et les priorités pour le pays également a changé. Par exemple, quand on regarde toute cette charte de 2005, on ne verra pas une trace par rapport au financement terroriste, par exemple, on ne voit pas de traces, alors que normalement, nous sommes dans un contexte sécuritaire assez délicat, difficile, où, par exemple, on doit faire attention à ce genre de choses pour que les partis ne soient pas financés par des organisations terroristes. Et toute cette question liée aussi à l'égalité des sexes n'est pas suffisamment prise en compte. Il n'y a qu'un seul passage dans la charte des partis politiques précédente où on dit que par rapport à l'aide financière qui est octroyée aux partis politiques, on parle d'un taux de 10% par rapport au nombre de femmes élues. Ce qui n'aide pas du tout les femmes à pouvoir jouer, en tout cas de façon pleine et entière, leurs droits civiques et de faire partie de ces partis politiques en occupant des postes de décision tels que notre pays a quand même décidé de s'engager au niveau international avec des textes qui exhortent nos pays justement à tenir compte de cette égalité des sexes en matière justement de la vie politique et publique, en matière de prise de décision et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Évariste Camara, Madame Samake vient de relever quelques insuffisances, sinon même quelques manquements dans l'actuelle charte. Mais vous, en tant que parti politique, quels sont les changements, si toutefois cette révision se faisait, quels sont les changements fondamentaux que vous souhaiteriez avoir dans ce nouveau document? Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails article par article de la charte. Chez nous, au RPM, lorsque nous avons reçu le courrier, après examen, nous avons adopté une position. Parce que la correspondance du ministre nous demandait de faire des suggestions, des propositions. Alors donc, les gens forcément sont partagés entre les différentes démarches. Nous avons adopté le principe d'affirmer certains grands principes en attendant les autres étapes de la relecture. Et pour nous, certaines questions qui sont sur la scène politique aujourd'hui, on les connaît. Ensuite, le ministre lui-même a soulevé... Vous pouvez nous énumérer quelques-uns. Si, je viens. Le ministre lui-même a aussi glissé une troisième question. D'abord, la question de la charte elle-même. Et pour nous, une des insuffisances que nous avons constatées, c'est peut-être la valeur judiciaire même de la charte. La valeur judiciaire de la charte, parce que nous nous sommes rendus compte que la charte est une loi qui organise la création des partis, le fonctionnement des partis, qui est censée protéger les acteurs politiques. Mais malheureusement, face à la justice, nous sommes traités par d'autres textes sans que nous n'ayons la possibilité d'opposer la charte. Je donne un exemple. Si vous prenez l'article 19 de la charte, il dit qu'un responsable politique ne peut pas être poursuivi pendant son mandat pour ses opinions. Alors, un acteur politique qui agit
en s'adossant à cet article de la charte qui est pris par la justice, et on lui présente le code de procédure pénale, le code pénal, alors que lui, il pense que juridiquement, il a le droit de donner ses avis, son opinion sur une question, mais qu'on met en prison. Bon, on s'est dit maintenant, est-ce que la charte a une valeur judiciaire? Ça, c'est une question qu'on s'est posée. Deuxièmement, ce que j'ai dit, les questions qui sont un peu dans la rue, c'est le financement des partis politiques, le nombre de partis politiques. Ça aussi, nous avons fait des propositions. Par rapport au financement, d'abord, il faut que les gens comprennent pourquoi il y a le financement. Pourquoi il y a le financement? Le financement, d'abord, le fait qu'on dise financement, il ne faut pas que les gens comprennent que l'État finance entièrement les partis politiques. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. L'État apporte une aide en contrepartie de certaines missions que lui, il confie aux partis politiques et que les partis politiques sont obligés d'exécuter. Alors, ceux qui pensent que c'est de l'argent gratuit qu'on donne aux partis politiques, non, nous pensons qu'il faut maintenir le financement, mais je ne glisse pas sur la question genre, mais je pense aussi que dans la répartition de ce financement-là, il faut revoir les critères. Ça, c'est par rapport au financement. Deuxième chose, la création des partis. Bon, les textes sont bons, comme Doura l'a dit, les textes sont bons, mais on peut améliorer quand même nos pratiques démocratiques au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut vraiment maintenir le multipartisme tel qu'il est, maintenant en améliorant quand même certains détails. Parce que quand les gens parlent de nombre de partis politiques, les gens se réfèrent aux États-Unis. Et beaucoup pensent qu'il y a 2 partis aux États-Unis. Il n'y a pas 2 partis aux États-Unis, il y a des centaines de partis aux États-Unis. Mais les 2 grands partis qui sont connus de nous autres, c'est le Parti républicain et le Parti démocrate. Mais, par exemple, pour ceux qui peuvent vouloir contredire, au niveau des représentations, au niveau des États, il n'y a pas 2 partis, il y a 7 partis. 7 qui ont des gouverneurs, qui ont des représentants au niveau des chambres basses, qui ont des représentants au niveau des chambres hautes. Ça, c'est l'organisation des États-Unis. Oui, mais est-ce qu'on peut comparer notre démocratie à celle des États-Unis? Il ne faut pas qu'on compare notre démocratie à celle des États-Unis. Et ils ont des centaines d'années d'espérance et nous, on n'a que 30. Et donc, nous avons presque 300. Oui, 300, ce n'est pas effrayant. C'est pas effrayant. D'accord. C'est pas effrayant, mais il s'agit d'améliorer l'encadrement de ces partis politiques. Et nous avons fait des propositions par rapport à ça. Pour vous, le nombre ne m'effraie pas. Okay. Moi, le nombre ne m'effraie pas. OK. Sur la question du financement, plus précisément, est-ce que vous souhaitez qu'on revoie à la hausse ou bien cette aide-là que l'État apporte aux partis politiques? Non, pas de revoir la hausse. Il y a d'abord le financement, c'est 0,25% des recettes fiscales. C'est connu. Maintenant, ça se répartit entre les partis qui répondent aux critères. Là aussi, c'est une information qu'il faut donner aux gens. Les gens pensent que c'est l'argent qui est reparti entre les 380 ou les 400 partis politiques. Ça, c'est pas. Je vous donne un exemple. En 2006, l'exercice 2006-2007, en 2007, il n'y a que 5 partis qui ont reçu le financement public. 5. J'ai le décret. Il y a l'URD, le MPR, je crois que l'UFD, le RDR et le M+ Armata. 5. Même nous, nous n'avons pas reçu. Pendant qu'on était majoritaire à l'Assemblée pendant ce temps. Nous n'avons pas reçu. Donc, c'est vraiment des critères auxquels il faut répondre pour avoir droit à cette aide. Et ensuite, il faut carrément changer le nom financement parce que c'est ce qui trompe les gens. Il faut changer le nom. Il faut peut-être dire subvention qui n'est pas propre aux partis politiques. La presse a une aide publique. D'autres organismes ont bénéficient de l'aide publique de l'État pour des missions qui sont confiées à eux par l'État et pour aider l'État à faire certaines activités. Donc c'est pour ça que les partis bénéficient du financement. Et donc ceux qui croient qu'il faut supprimer, on pense qu'ils doivent revenir à la raison. Il ne faut pas se laisser emporter. Il faut vraiment regarder ce qui ne va pas dans la répartition
Ok, mais beaucoup pensent aussi que vous ne méritez pas cette aide-là, puisque vous ne jouez, comme vous l'avez dit, cette aide est donnée en contrepartie de quelque chose, mais vous ne jouez pas pleinement ce rôle. On va vous redonner la parole pour que vous réagissiez à ça. C'est les avis des citoyens lambda. Dora Cheikh, est-ce que vous trouvez ces propositions pertinentes en cas de relecture de cette charte? Non, c'est clair. Je crois que j'ai commencé par ça. Une loi évolue avec la société. Oui. Les Maliens, de façon générale, qui s'intéressent à la question politique, avaient fait déjà des propositions, n'est-ce pas, des réformes au niveau de la charte des partis politiques bien avant aujourd'hui. La question de l'opportunité, je ne reviens plus là-dessus. Je pense que ce n'est pas une mission d'un gouvernement de transition, des autorités de transition. Je ne reviens plus là-dessus. Même si je pense qu'il y en a qui sont en train d'encourager nos autorités actuelles à aller dans ce sens-là parce qu'ils pensent que c'est une occasion pour que certaines de leurs revendications soient prises en compte. La question du genre, la question de la jeunesse, les gens pensent que c'est une occasion. Et je crois que c'est là où la diversion se justifie. C'est-à-dire c'est à ce niveau que la diversion exploite parce que les gens ont des besoins, il faut les exploiter, donc il faut amener d'autres sujets. Sinon, aujourd'hui, normalement, on devrait être là en train de discuter sur les retours rapides à l'ordre constitutionnel. On devrait être là aujourd'hui pour discuter de comment amener la paix dans les pays avec les retours de tous les acteurs. Aujourd'hui, on devrait être là à réfléchir et changer comment organiser des élections démocratiques, crédibles et libres. Mais qu'est-ce qui nous a amené à tout cela? Parce que voilà, j'ai comme l'impression qu'il y a une intelligence qui est en train de faire de la diversion et qui donne d'autres sujets, d'autres préoccupations aux Maliens pour atteindre des objectifs pour son agenda. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair, la véritable problématique, c'est l'application des textes. Si les Maliens estiment que dans un régime démocratique, les partis jouent un rôle important, la presse joue un rôle important, il y a des organisations d'intérêt public qui jouent des rôles importants, c'est pour cela qu'ils ont décidé d'accorder des subventions, des aides à ces structures-là. Et malheureusement, ça fait des années que des autorités, sans rendre compte, sans aucune explication, ont décidé de stopper, d'arrêter ces aides-là. C'est une violation de la charte. Je ne pense pas que je suis bien placé pour apprendre à quelqu'un qui a prêté serment de respecter la loi, de la faire respecter des dangers de la violation de la loi. C'est une violation. Quand, eh bien, la charte actuelle donne une assurance, une sécurité aux responsables politiques d'opiner, de donner leurs opinions sur les situations politiques. Mais ces acteurs sont dans des difficultés, certains en prison, parce qu'ils ont tout simplement opiné. Ça, c'est de la violation. Maintenant... Mais est-ce que tout cela ne sont pas des raisons de plus pour vraiment... Non, mais je veux vous dire que les droits... Peut-être en y mettant des dispositions... Quelqu'un a dit qu'il a beaucoup plus peur du juge que de la loi. Avec les lois les plus médiocres, avec des bons juges, on est sauvé. Mais quelle que soit la qualité des lois, si le magistrat a d'autres intentions, a d'autres ambitions, si le magistrat n'a pas son indépendance, réellement c'est un problème. Et là, cela ne dépend pas de la charte des partis politiques. D'accord. Donc moi, je veux dire quoi? La question La question du nomadisme politique qui a été évoquée ici doit être traitée. On doit prendre des garde-à-fous. Les gens ont déjà exprimé cela. Le nomadisme politique, c'est-à-dire des gens qui sont élus sous des couleurs, mais après, ils vont, voilà, pour des intérêts personnels, eh ben, on doit permettre, on ne doit plus permettre des choses comme ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. La deuxième question, ça, c'est quoi qui est très important? Cette question-là, c'est la question du genre. Moi, je crois que ça doit être révisé. Mais moi, je veux dire révisé dans un autre sens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est là, qui est fait par la charte, par la loi électorale, on trouve que ce n'est pas suffisant. Mais moi, je pense que c'est même déjà une insulte au genre. Parce que c'est comme si vous dites, prenez-nous parce que nous sommes des femmes.
On doit prendre les femmes parce qu'elles valent la peine, parce qu'elles sont à la hauteur, parce qu'elles sont des êtres humains comme les autres, elles ont les mêmes devoirs que les hommes. Les femmes doivent refuser cette réalité-là, comme les femmes de la Belgique qui se sont levées pour dire non à ça. S'il y a des lois qui discriminent la femme, qui empêchent la femme d'avoir les mêmes droits que les hommes, eh bien, ces dispositions doivent être enlevées. Mais ce qu'ils appellent discrimination positive, c'est une acceptation de sa situation de faiblesse. C'est comme si, sans le dire, on dit nous sommes faibles, nous ne sommes pas comme les hommes, mais il faut essayer de nous trouver une solution. Pour moi, la femme en matière politique, normalement, a plus de poids que les hommes, surtout lors des élections, parce qu'elle a des capacités de mobilisation. Elle a des capacités de mobilisation. C'est les femmes qui votent plus, c'est les femmes qui participent beaucoup plus aux activités. Donc moi, je ne pense pas qu'elles doivent demander une discrimination positive. D'accord, on va faire réagir Madame. C'est pourquoi je pense que si vraiment les femmes demandent cela. Non, si elles demandent cela. On laisse réagir Madame Samake. Après, on va vous redonner la parole, Madame Samake. Cette question de discrimination positive, en tout cas contre laquelle s'insurge Dourachek, est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas? Je pense que dans mon allocution, je n'ai en aucun moment parlé de discrimination positive en faveur des femmes. J'ai surtout insisté sur le fait que la charte des partis politiques, qui date de 2005, ne prend pas suffisamment en compte les questions d'égalité entre les sexes, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. C'est une égalité de sexe qui est quand même consacrée par des conventions internationales, des conventions, des accords au niveau régional et même par les textes de loi actuels où on exprime clairement qu'il y a une égalité de droits par rapport à la politique, par exemple, par rapport à la prise de décision, par rapport même à la gestion des affaires publiques. Nous ne demandons pas une discrimination positive. Nous demandons tout simplement que nos lois tiennent compte de la situation des femmes. Cette situation-là, elle a été créée par d'autres situations liées, par exemple, à notre contexte socio-culturel, qui est souvent un obstacle à la promotion de la femme en matière politique. Par exemple, si nous prenons le cas des élections, on reconnaît la force de mobilisation des femmes. Mais est-ce que c'est les femmes qui sont à la tête des partis politiques? Mais non. Même quand les femmes sont au niveau des bureaux des partis politiques, on les met, par exemple, comme présidentes des femmes, présidentes des jeunes, et on ne leur accorde même pas de fonds pour pouvoir mener leurs activités. Les femmes sont utilisées comme du bétail électoral, mais ne profitent pas suffisamment justement de tout cet effort-là qu'elles consacrent justement à ces partis politiques pour occuper des postes de décision. Or, on sait, quand vous n'occupez pas des postes de décision, votre avis souvent est ignoré. Vos préoccupations ne sont pas prises en charge. Vos besoins et intérêts ne sont pas suffisamment pris en charge. Et si on est dans un contexte où on parle d'égalité des sexes en matière politique, ça veut dire que, par exemple, au niveau des organes dirigeants des partis politiques, normalement, les femmes doivent avoir la chance de se hisser au sommet comme les hommes, doivent être à des niveaux stratégiques, ne doivent plus être considérées, par exemple, comme des personnes qui doivent juste mobiliser quand il y a des élections ou bien qui doivent quand même se contenter des miettes. Et la question aussi de la situation de la femme au sein des partis politiques, c'est cette question liée, par exemple, au fait que dans notre contexte socio-culturel, on a vu des femmes leaders qui sont, on va dire, diffamées, qui sont insultées, qui sont considérées comme des femmes qui ne sont pas à part entière des femmes qu'on doit considérer comme il faut dans la société parce qu'elles ont décidé d'occuper la sphère publique. Par exemple, on estime, par exemple, dans nos sociétés que la femme doit rester dans la sphère privée et c'est l'homme qui doit être sur la scène publique. Ce qui fait que les femmes qui ont été des leaders souffrent beaucoup. On a vu des cas où des femmes ont décidé de renoncer à être sur une liste électorale sur instruction de leur conjoint ou sur instruction de leur famille. Alors, est-ce que cette situation peut arriver dans le cas contraire? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois dans notre culture, une femme peut
demander à son mari de ne pas se présenter à une élection et qu'il y ait la pression de la société sur cette personne. Cela ne se fait pas. Donc, en fait, il y a des situations, des contextes socioculturels qui bloquent, des obstacles qui sont là, qui empêchent les femmes à être à certaines positions. Et c'est les lois qui peuvent aider justement à faire en sorte que ces femmes-là puissent se hisser à ces sommets. Ce n'est pas uniquement le fait de de parler de l'aide financière et de dire que voilà, par rapport au nombre de femmes élues. Pour que tu sois élu, il faut déjà être à certains niveaux, et il faut être considéré jusqu'à un certain niveau pour pouvoir bénéficier d'une certaine position. D'accord. Alors, vous venez d'entendre les deux représentants de partis politiques sur le plateau par rapport à leurs propositions, mais aussi, je le disais à l'entame de l'émission, qu'un regroupement de partis politiques a fait des propositions dans un document consensuel. On est au regret de ne pas avoir un parti signataire de ce document, mais on a quand même quelques propositions qui sont dans ce document. Si vous écoutez bien, parmi les propositions, il s'agit de maintenir le délai d'1 mois pour l'obtention d'un récépissé de création de parti, voilà, le rétablissement des subventions étatiques, c'est-à-dire le rétablissement des subventions publiques qui sont suspendues depuis 2018 selon ce regroupement, à hauteur de 0,25% des recettes, mais aussi un mécanisme de justification financière auprès de la Cour des comptes est exigé pour l'accès à ces fonds. Les partis appellent aussi à une éthique renforcée des alliances électorales interdisant tout rapprochement entre un parti proche de la majorité et un parti déclaré d'opposition. Il y a aussi des propositions sur la transhumance politique en question. Mais quand vous écoutez tout ça, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous êtes rassuré que cette charte-là qui va être révisée pourrait prendre en compte vos préoccupations qui est l'égalité, la prise en compte de l'égalité du genre des sexes? Bon, tout ça, je pense que c'est d'ordre général. Je pense qu'en réalité, le regroupement des partis politiques ont essayé justement de faire passer leurs droits avant leurs devoirs en réalité. C'est-à-dire quand on prend toutes les propositions qui ont été faites, c'est des propositions qui tendent à donner un certain nombre de droits aux partis politiques. Mais en termes de devoirs, en termes de redevabilité, je crois qu'il n'y a pas assez de propositions dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à l'égalité entre les sexes, je pense que pratiquement tous nos textes, la plupart de nos textes, ne tiennent pas compte de l'intégration du genre dans les différents articles, les chapitres ou autres. Ça, c'est une problématique. Peut-être que le genre n'est pas suffisamment compris ou que voilà, ce n'est pas une préoccupation majeure. Mais quand on regarde toutes ces propositions-là, on peut effectivement intégrer le genre de façon transversale si on le veut. Mais tel que présenté, justement, ça ne comporte pas des questions liées au genre parce que par rapport au financement, je prends juste un exemple parce que c'est l'article 24 seulement de la Charte des partis politiques qui aborde la question de genre. Et aujourd'hui, avec la proposition des partis politiques, du regroupement des partis politiques, on demande de maintenir toujours les 10% par rapport aux femmes. Oui. Voyez-vous? Oui. Et franchement, ces 10%-là, c'est par rapport aux femmes élues. Alors, je viens de le dire, les femmes élues, on ne peut pas mesurer l'implication des femmes à partir de leur élection. Tout ce qu'elles font avant qu'il y ait élection. Oui. Est-ce qu'il y a une prise en compte de ces questions-là? Par exemple, vous allez voir même dans les bureaux de vote ou autres, les présidents de bureaux de vote, ce n'est pas forcément les femmes qui sont promues. Si elles sont là, elles peuvent être intimidées. Par exemple, sur le positionnement sur les listes électorales, même avec la loi 052 pour les 30% qu'on a accordé aux femmes, on a toujours tendance à dire que les deux doivent être des hommes et c'est les 30%, comme si on est dans une camisole de force où la femme doit être le tiers des hommes. On dit, cette loi ne dit... Oui, la loi ne dit pas forcément cela. On parle de sexe, on ne parle pas de femmes. On parle d'égalité des sexes. Ça veut dire que même si dans le gouvernement, en termes de nomination, si le gouvernement doit être composé de 100% de femmes, la loi ne l'acceptera pas. Il faudra absolument qu'il y ait 30% d'hommes et vice-versa. C'est ce qui est demandé en termes de loi. Par rapport aux fonctions électives aussi, c'est la même chose. Si on décide d'aller sur la base des 30%,
Et il y a un taux d'échec quand même qui est là, une marge qui est là. Est-ce qu'à la fin du processus, les femmes vont avoir les 30%? Mais non. Parce que ce n'est pas toutes les femmes inscrites sur les listes électorales qui vont pouvoir briguer, en tout cas, un mandat. Donc, je pense que cette question de genre, justement, il va falloir revoir toutes ces questions-là. Parce que si on souscrit à des conventions internationales, si on décide d'aller vraiment vers l'égalité des sexes en matière politique dans la vie publique, et si on veut que les femmes participent de façon pleine et entière à la vie publique, il va falloir revoir cette question parce que la prise du pouvoir est le nerf central de la planification du développement dans un pays. Ce n'est que les organes dirigeants qui décident de quoi sera fait le développement. Et si les femmes ne sont pas là, ça veut dire carrément que ces femmes-là ne pourront pas donner leur avis, ne pourront pas contribuer à ces développements-là. D'accord. Évariste Camara, réaction à ces préoccupations de Mme Samaké. Est-ce que dans vos propositions, peut-être plus en détail, est-ce que vous prenez en compte suffisamment la question genre? D'abord, j'ai beaucoup de réserves sur les arguments qu'elle avance, mais je n'ai pas envie qu'on glisse du sujet. Parce que la question, c'est ça. C'est juste un aspect. Qu'on glisse du sujet, ça peut être un aspect. Mais il faut comprendre que nous avons été appelés pour la relecture de la charte. Effectivement, il peut y avoir des connexions avec d'autres lois ou d'autres secteurs, mais vu charte des partis politiques, il y a certains détails qui vont être ailleurs. Comme elle-même, elle a dit, il y a une loi sur le genre. On ne peut pas avoir cette loi sur le genre et venir traiter la charte des partis politiques comme et reverser tout cela dans la charte des partis politiques. La charte, quand même, a un champ bien défini qui concerne un peu la création des partis politiques, l'organisation des partis politiques, le fonctionnement, comme il le dit, le financement des partis politiques, les relations avec l'État. Ça, c'est des domaines qui sont bien précis dans la charte. Maintenant, les autres détails, il faut aller peut-être dans la loi électorale pour trouver d'autres détails, il faut aller dans la loi 052 pour trouver d'autres détails. Donc, il faut qu'on fasse attention pour ne pas glisser sur ces thèmes. D'accord. Moi, la question précédente que je vous avais posée, oui, par rapport à l'aide, moi je crois qu'il faut qu'on prenne l'initiative de la relecture de la charte comme une opportunité pour améliorer nos pratiques démocratiques. On doit s'en réjouir et intégrer certaines dimensions. La dimension historique, parce que nous venons de 91, parce qu'il faut le dire, on peut faire référence à beaucoup de forats, mais l'acte fondateur de la démocratie malienne, il faut aller le chercher dans la conférence nationale de 91. Ça, il faut les intégrer. Maintenant, par rapport aux questions, aux préoccupations que les gens sont en train d'avancer, on ne peut pas dire que les partis politiques ne méritent pas l'aide publique de l'État. Moi, je prends mon cas personnel. Nous avons été créés en 2001. Nous avons créé une école du parti en 2008. Et si vous suivez les informations, en janvier-février, nous avons bouclé les arrondissements de Bamako en termes de formation sur la Constitution, sur le découpage et le statut particulier de Bamako. C'est une affaire de l'État. Mais si nous, on prend ces thématiques pour aller les expliquer à nos citoyens, parce que la charte nous demande, en contrepartie de l'aide publique, il faut aussi aider l'État à faire connaître certaines de ses missions, à exécuter certaines missions de l'État. Donc, pour nous le méritons. Nous le méritons amplement. C'est d'ailleurs, comme Dora l'a dit, c'est pourquoi nous ne comprenons pas que depuis que la transition est là, que cette aide ne bouge plus. Parce que y a quand même une nuance. Certains diront que depuis 2018, ça a été arrêté. Non. En 2018, l'aide a été repartie. Et là, ça a été notifié aux partis qui ont reçu l'aide. Le 2019, ça a été amorcé, mais puisque la clôture de l'exercice, ça vient
au mois de mars de l'année qui suit, par exemple 2024, on vient de déposer le rapport tout de suite le 31 mars passé, donc il faut 2025 pour le traiter. Donc, entre-temps, le coup d'État est intervenu en 2020 pendant que l'exercice 2019 était en traitement. Mais depuis cela, aucune aide n'a encore été repartie. Donc c'est à partir de la transition que ça a été carrément suspendu. Maintenant, il y a quand même des antécédents. Les aides qui ont été reparties, le gouvernement de transition doit avoir le courage quand même de payer. Ça fait partie de la dette intérieure du pays. Ça fait partie de la dette intérieure du pays, doit avoir le courage de le payer. Et maintenant, que nous réfléchissons ensemble sur le meilleur mécanisme de la répartition de ces fonds. Maintenant, en intégrant peut-être les questions genre où on peut dire que bon, le quota réservé aux élus femmes, on peut rehausser le niveau ou pas rehausser le niveau, le débat à l'interne maintenant peut se poser. Mais sur le principe du financement ou de l'aide, de la subvention de l'État accordée aux partis politiques, les partis politiques le méritent. Maintenant, à l'État de prendre les dispositions pour évaluer les partis politiques à la tâche. Maintenant, certains peuvent dire qu'on ne mérite pas, pendant que d'autres le méritent. Maintenant, c'est à l'État de trancher. De trancher en appliquant les textes. Si les textes le disent, et on peut profiter de la charte pour apporter certaines précisions sur l'exécution de ces missions. Comme on le dit, on nous demande de déposer des rapports financiers au niveau de la section des comptes. Mais vous ne verrez pas dans la charte des dispositions qui vous disent, bon, par rapport à l'aide publique qui vous est accordée, vous devez faire ou bien mettre telle ligne dans telle activité, telle ligne dans telle activité. Ces précisions peut-être peuvent aider les partis politiques à utiliser l'argent, mais les gens croient que l'aide publique, c'est pour payer le président du parti, le secrétaire général du parti, le chef du parti. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous faisons d'énormes activités à nos frais. Et c'est pour ça que depuis 2020 à aujourd'hui, les partis continuent à exercer. D'accord. Dora Cheikh, vous, au niveau du SADI, est-ce que vous avez déjà fait des propositions au gouvernement ou bien vous envisagez de le faire ou bien vous ne le ferez pas puisque vous estimez que ce n'est pas la tâche prioritaire, ce n'est pas à ce gouvernement de le faire, quoi. Peut-être que Studio Tamani va nous permettre de dire 2 ou 3 mots parce que nous avons compris et nous saluons déjà les efforts de ceux-là qui se sont obligés de faire un document. Peut-être ils ont compris que c'est une diversion, mais malgré cette diversion, pour ne pas laisser les gens aller dans leur propre agenda, on met quelque chose sur la table. Peut-être c'est ça. Et si c'est le cas, c'est très bien. Si c'est le cas, c'est très bien. Moi, je veux dire un mot sur le financement des partis politiques. La loi reconnaît le rôle, l'importance des partis politiques dans un système démocratique. C'est pourquoi une subvention est accordée. Cette subvention n'est pas accordée comme ça a été dit. Les conditions ont été très bien définies. Oui. Maintenant, les autorités qui donnent l'argent des citoyens à des partis qui ne remplissent pas des conditions sont des autorités qui ont trahi leur serment, ils ont trahi le peuple, ils doivent être interpellés devant la justice. Parce que donc, c'est ce qui parce se que fait. Si le parti, non, mais est-ce que c'est ce qui se je suis en train de dire à ces citoyens-là qui pensent que c'est les partis qui doivent être accusés. Pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, les problèmes sont au niveau des autorités qui ont permis le décaissement de l'argent de l'État pour financer des organisations qui ne remplissent pas les conditions. Bon, s'il n'y a pas de problème, vraiment qu'ils arrêtent de diaboliser les partis politiques. Ça ne sert pas le pays, ça ne sert pas la démocratie. Je dis exactement un petit mot aussi rapidement sur la question du genre. Oui. Vous savez, j'ai écouté très bien les propositions qui ont été faites. Je pense que la question du genre doit être revue, c'est un problème important. Mais j'ai surtout noté que la problématique de la question du genre se situe à un autre niveau. Nous avons parlé des pesanteurs de notre culture, des tares de notre société. Ces tares-là, comment il faut les lever? Parce qu'en principe, si les textes avaient accordé des avantages ou des privilèges à des hommes qu'ils interdisaient à des femmes, on pouvait en ce moment parler d'insuffisance au niveau des textes. Mais peut-être qu'il faudrait trouver
la formule adéquate pour lever les pesanteurs culturels, les tares de notre société. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre hommes et femmes dans notre société. Seulement, peut-être que l'évolution a fait que certaines réalités ont changé et certaines mentalités refusent de changer jusqu'à présent. Bon. Cela est bien compris. Nous allons donner le dernier mot à Mme Samaké. Est-ce que vous fondez l'espoir que cette révision de la charte va permettre de renforcer notre jeune démocratie? Oui, évidemment, parce que en réalité, toutes les propositions qui ont été faites, c'est des bonnes propositions. La plupart des propositions que j'ai vues, je pense que c'est des propositions qui devraient être prises en compte. Parce que la question de la transhumance politique, la question des alliances contre nature, toutes ces questions liées, par exemple, on va dire, à la question du financement, qui doit être recadré et qui doit être aussi, qui ait des critères bien précis, des critères qui encadrent la vie politique. Mais je pense, par rapport au nombre de partis politiques, il y a un effort aussi à faire et la loi doit en tenir compte. Et je reviens toujours sur cette question de genre qu'il faut prendre en compte. Pratiquement dans tous nos textes, il y a des insuffisances dans ce domaine. Et tant qu'on ne corrige pas ces insuffisances, c'est là couplé justement à ce que lui il a dit, à l'application stricte des textes. Malheureusement, nos projets peuvent tomber à l'eau et nous ne souhaitons pas cela. Les réformes sont faites pour que justement il y ait une amélioration de la vie politique. D'accord. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Madame Samaké Fatoumata Traoré. Vous êtes experte en genre et gouvernance, et Évariste Fousseini Kamara, secrétaire général adjoint du Rassemblement pour le Mali, et Dora Chek, secrétaire à l'organisation au bureau politique du SADI, le parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Ce grand dialogue a été réalisé et présenté par Sikou Gadjigo à la mise en onde. Il y avait Seydou Ndao à la régie vidéo, Gagné Kanté. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un autre débat.